Bonjour à tous, bienvenue au Paris Image Digital Summit. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Denis Muren et des magiciens du cinéma. It's amazing. You know, I grew up watching award shows and never for a million years thought I was ever going to be a part of it. So it's this is beautiful. I mean, I really appreciate it. You know, I'm glad I was able to interest people in making these films. You know, like myself too. Yeah, I'm involved in the same sort of thing and sort of talking to the directors and consulting a little bit on those shows. I'm not doing the work. The other guys are doing it that are actually in there. You know, but I can sort of bring some of the things that I've learned over the years to it. I have to do with the Star Wars look. There is a look to the Star Wars films, and we want to not go too far away from that, at least on the classic Star Wars films. The spin-offs, they can do anything they want, you know, and we're really looking for some unique things on those too. The Star Wars things are taking a lot. We're working on a couple of Marvel movies. ILM is doing Captain America, Doctor Strange, working on Deepwater Horizon, and you know, we've got probably about 8 or 10 films we're working on. And we just finished Revenant, the bear sequence in that, which was amazing. That sequence, I don't know if you've seen that yet. It's just great. It's important to be original, and for directors and writers, probably, you know, take ideas from your own life, you know, and try to fictionalize them or whatever, and go for it. Don't think too much about it. Don't think I don't have the equipment. Don't think I don't have the tools. Don't think I don't have the cast to make my movie. I don't have the fast enough computer to do the effects. Forget that. Work with what you've got. And there's a movie coming out called Tangerine, which I've seen. It's coming to France pretty soon. It was shot on an iPhone 5S, the whole movie, and it's great. So they just went out and made the movie, and it's a really good film. So I made a film when I was a kid. I was like 19 or so when we started, and it was very hard then. It was not like the easy equipment now, and you just go out and you do it. And it's not going to be great, you know that. It may be bad, you kind of know that. You hope some of it's good, but you'll learn. You know, you'll learn a tremendous amount doing that, and I think it's just so important to practice what you want to do, you know. Don't think about it too much, do it. C'est toujours difficile, voire impossible de décrire une expérience de réalité virtuelle. On oublie complètement où on se trouve, après quelques secondes, on trompe sur le cerveau. Il a l'impression d'être réellement présent dans cet environnement virtuel. On produit des expériences pour les marques, pour les agences, aussi bien des expériences de marque que des visites virtuelles, où les applications sont variées, on s'adapte aux projets qu'on nous propose. Donc les enjeux, ils se jouent principalement à l'international parce qu'en France, il y a peu de studios qui développent du contenu de réalité virtuelle, mais les applications sont très larges, aussi bien dans la médecine et pour une utilisation plus pédagogique, pour apprendre des process, des expériences comme ça immersives qui se rapprochent du film et du jeu vidéo. Et aussi des expériences plus finalement pour visiter et permettre de découvrir des endroits qui n'existent plus, qui n'existent pas encore ou qui sont difficilement accessibles, comme aussi bien une ascension du Mont Blanc que partir à l'autre bout de la planète ou découvrir la planète Mars comme ça a été fait par un studio dernièrement. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? On a fait à peu près 315, c'est le compte exact pour nous, 315 shots.
On a fait la séquence d'ouverture du film, donc ça c'était sympa à faire, c'est comme un petit film avant le film. Et on a fait aussi la séquence qui se passe dans le cratère où, avec la grande explosion, on a fait plein de matte painting, des choses comme ça. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Dans la séquence d'ouverture, on a fait plein de shots qui étaient en prise de vue réelle, mais il y avait aussi plein de shots qui étaient avec des blue screens. C'est-à-dire que James Bond et Marco Sciarra sont en train de se battre dans l'hélicoptère, un écran bleu. Et nous on a dû rajouter la Mexico City et la foule et on a aussi dû animer le mouvement de l'hélicoptère et la chorégraphie. Notre VFX Sup était sur le tournage en fait. Il y a plein de choses, il y a plein de décisions qui se prennent à ce moment-là. Des fois, on est obligé d'improviser, donc c'est bien de l'avoir pour qu'ils sachent, pour qu'ils puissent contenir des fois les décisions ou influencer les décisions qui sont prises. Pour la foule, par exemple, on avait besoin de plein de matériaux. On avait besoin de scanner les gens, les figurants sur le plateau. On avait besoin de connaître comment ça a été filmé. On a vraiment besoin de savoir ce qui se passe sur le plateau. Beaucoup de gens pensent que avant il y avait l'animation, maintenant il y a la motion capture et que ça remplace complètement l'animation. Et c'est pas du tout le cas en fait. C'est-à-dire que la motion capture ça donne des mouvements qui ont un réalisme qui est pratiquement infaisable à la main. Mais en même temps, c'est pas forcément que le réalisme qu'on recherche. On recherche aussi l'émotion et le jeu d'acteur en fait. Et souvent, on se retrouve on part de motion capture et on retravaille dessus. Là sur Hulk, on a mélangé. Des fois, on avait motion capture pour le corps et keyframe pour le visage. Et en fait, c'est juste un autre outil dans notre panoplie pour pouvoir exécuter en fait ce qu'on a besoin de faire, quoi, et faire passer l'émotion et faire croire aux gens que c'est quelqu'un en vrai, quoi. ILM London, we were responsible principally for the characters Maz Kanata and Supreme Leader Snoke. My personal work was I supervised all the compositing work on Maz Kanata. And then also we had a couple of other sequences. One was the depot attack where the First Order attack Rey and Finn and BB-8 on the planet Jakku. So there's lots of comping, digital BB-8s, TIE fighters enhancing some of the explosions, and then of course the big shot, the big reveal of the Millennium Falcon as well, which was, you know, an amazing shot to work on. Snoke was very much a human kind of style of character. Most of the motion capture made its way through into the performance of the character itself. Also, you know, Andy's such a good motion capture artist that he knows how it all works, so he's able to kind of tailor his performances to work best with motion capture. With Lupita, because of the differences in her head shape as well, she actually, you know, there was a layer of additional massaging that the animation team did on top of that, just to kind of adjust expressions and just play with that a little bit. My background being a model maker, I'm a big fan of, you know, anything that's created practically. I love that side of things. I think what you have to look at when you're starting out, kind of, you know, just breaking down what's required for a movie is the best way of doing something. And that may be digital, that may be practical. And I think, you know, when you get the right blend of digital and practical working together, for instance, you know, when we had a digital BB-8 head on top of a practical BB-8 body, you know, the animation refinements coming from the digital head and just the practical body just being in the scene, being real, you know, it works really, really well. I think that's where the real blend, the real magic comes from, is having both of those together. Because also you've got, as a digital artist, you've got something real to base off, you know, and you just can't get any better than that. You know, for Maz, we had her maquette in the scene that we could just refer to and, you know, lit properly, so this is what she has to look like, and, you know, it's perfect. The American people need champions to remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. You're the fastest man on the earth.
C'est un biopic sur Jesse Owens et sur les Jeux Olympiques de 1936. Donc c'est un film sur lequel il y a eu énormément d'effets spéciaux et de post-production, puisque tout ce qui est le stade, ça a été tourné vraiment en différents stades à Montréal, mais le stade de Berlin a été tourné dans le vrai stade de Berlin. Et évidemment, il n'était pas question de refaire, d'avoir autant de figurants que ça. Enfin, je me souviens plus exactement du chiffre du nombre de figurants, mais c'est colossal. Donc tout ça a été refait en post-prod par la suite, quoi. Et donc il y a eu un grand travail, on a fait un gros travail au storyboard en amont avec Stephen Hopkins, le réalisateur. Moi, je lui avais proposé, même dans le storyboard, de déjà mettre la profondeur de champ, de l'induire déjà dans le storyboard, c'est-à-dire que comme il y avait beaucoup de séquences de foule, de se dire, bon bah là ça sera une très longue focale, donc on va bleurer énormément, donc peut-être qu'il y aura moins besoin de calculer les foules à ce moment-là. Enfin voilà quoi, on avait fait un gros travail à ce niveau-là. C'est un peu caricatural, mais ils sont beaucoup plus habitués à travailler comme ça, les Américains, que les Français. C'est vrai que bon, c'est faire une grosse généralité. Il y a des Français qui ont l'habitude de travailler comme ça, mais il n'est pas rare qu'il faille encore que j'explique ce que je fais. Ce qui arrive jamais avec des Américains, quoi. Les Américains, c'est normal pour eux de faire un storyboard. Non, c'est des séquences bien particulières qui vont être des séquences d'effets spéciaux, de cascades, ou des séquences compliquées en termes de réalisation, avec un fort parti pris esthétique, ou en tout cas de mise en scène. Après les effets spéciaux et la réalité virtuelle, allons découvrir les décors du cinéma français. On a remis en route les studios de Brie-sur-Marne avec un monsieur que tout le métier connaît bien, qui travaille avec moi, qui s'appelle Pascal Bécu, qui est historiquement un spécialiste des studios. Et on a aujourd'hui un taux d'occupation très important. Il y a eu vraiment une solidarité du métier, ça je le dis souvent, enfin je le dis pas souvent, mais je le dis à propos des studios. Alors il faut que ça dure, hein, bien évidemment, il ne faut pas penser que les choses sont gagnées. Il y a l'arrivée du crédit d'impôt l'an dernier, ça aussi, bien évidemment, plein d'autres choses. Je veux dire, je pense qu'on a pris conscience que le cinéma avait une place importante dans notre économie. Ça a été un petit peu long, mais on arrive à des choses intéressantes aujourd'hui. On a préservé les studios, il nous manque des décors en extérieur, ce qu'on appelle des backlots. Il y en a à peu près dans tous les pays du monde, il y en a en Allemagne, il y en a maintenant en Tchéquie, il y en a en Bulgarie, il y en a partout, dans tous ces pays-là, il n'y en a pas en France. Grand pays de fabrication de films, producteurs de films, etc. Voilà, on peut se poser la question, pourquoi ? Parce que c'est vrai que tourner dans une rue haussmannienne, c'est un peu compliqué. C'est des quartiers quand même difficiles. Et si on avait une rue qu'on puisse maquiller, transformer, comme on fait dans tous les pays du monde, même en Bulgarie, il y a un quartier de New York qui a été construit. Voilà, vous vous rendez compte. Donc nous, on a rien. Donc ça serait bien de se poser les questions. On n'arrête pas d'en parler. Peut-être qu'à un moment, on va avoir des réponses. Comme je connaissais pour avoir fait de la photo de plateau, les studios de Brie-sur-Marne, il y a plus d'un an, quand j'ai entendu l'annonce que les studios allaient être vendus et que donc ces accessoires historiques allaient disparaître, je me suis rapproché d'Euromédia, je me suis rapproché des responsables du stock accessoires et je leur ai proposé, bien sûr sur mon temps, de venir et d'installer un studio éphémère et de faire, on va dire, les photos pour la mémoire des meilleurs et des plus beaux éléments qu'ils avaient dans le stock. L'association des chefs décorateurs qui, quand ils ont appris bien sûr comme moi la fermeture des studios de Brie-sur-Marne, se sont mobilisés. Vous avez quand même plus de 400 chefs déco qui se sont mobilisés. Une page Facebook a été créée, enfin des choses comme ça. Et moi, en parallèle de ça, avec mes photos, je suis allé voir le maire de Brie-sur-Marne en lui disant, voilà, on a un patrimoine, vous le connaissez, il va disparaître, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et là, le maire de Brie m'a assuré, comme il l'avait aussi assuré au chef déco, qu'il n'allait donner son aval à aucun projet immobilier tant qu'il avait la mandature à Brie. Donc en fait, il n'autorisait aucune construction. Et c'est du fait de ce blocage et de l'action conjointe de tout le métier, parce que c'est vraiment le cas, tout le métier s'est mobilisé, que Euromédia a quand même fini par plier et a accepté que les studios continuent leur travail, c'est-à-dire d'être des studios de tournage. Et c'est Monsieur Diaz de Transpalux qui a pris un bail et qui lui continue à exploiter ce patrimoine historique.
I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Là, j'avais anticipé des choix sur plusieurs décors naturels qu'on allait transformer, puisque le cinéma est 20. Et j'avais fait des paris sur certains lieux que je préférais, donc je les avais poussés un petit peu en faisant des moodboards, des illustrations et tout ça. Et donc j'ai vraiment travaillé avec lui à ce moment-là, quoi. Choisissant les décors. Je me souviens le choix du Moulin Rouge, on n'avait qu'un lieu parce que c'était un peu particulier comme configuration architecturale. Il n'y a plus ça, le Moulin Rouge de la Belle Époque. Et on avait trouvé c'est la Cigale, je crois. Et j'étais toute seule au milieu d'un lieu avec le sol noir. La configuration, il y avait tout un balcon autour, c'est pour ça que j'avais choisi, parce que ça ressemblait aux images de référence du bal de Moulin Rouge. Et derrière, il y avait un groupe de rock qui répétait. Et j'étais en train de l'expliquer que ce lieu complètement vide, avec le groupe et le sol noir, était le Moulin Rouge en 1900. Et j'avais fait des petites illustrations, donc il était là, moi je trouillais, j'avais une trouille bleue, c'était le premier décor à vendre, et on n'en avait qu'un. Et puis, à un moment, je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, mais vous savez, j'ai de l'imagination, c'est bon, ça va aller. Et hop, à partir de ce moment-là, j'ai respiré, tout le monde a respiré, et puis tous les décors comme ça, on a réussi à les vendre. J'ai réussi à lui faire part de mon désir d'avoir tel lieu et pas un autre. Voilà. Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au Bureau des légendes. Le Bureau des légendes est notre premier enfant, issu de cette nouvel univers, en tout cas qu'on a créé. Et l'exigence d'Éric Rochant, je crois, est très bien traduite dans la série. On a une idée, on commence à le développer. Et puis ensuite, on essaye de trouver les meilleurs talents d'écriture pour venir amplifier, partager et faire exister une idée créative de film ou de série. Éric Rochant vient de là, il est réalisateur, auteur, et donc c'est important. Et puis ensuite, évidemment, en ce qui concerne la série, c'est de pouvoir trouver un écosystème qu'on invente à la fois de ces auteurs dans cette room, mais avec évidemment le showrunner à la tête, et puis ensuite des réalisateurs et toute une équipe autour. Donc il y a un vrai écosystème, et je pense que Éric Rochant a réussi à fabriquer un genre qui est la série d'auteur. Et donc un peu comme le film d'auteur, l'ultra-réalisme, l'exigence de l'écriture, la précision du jeu, tous ces acteurs qui sont autour de nous, voilà, c'est un tout. Donc il y a un système, et je pense que Top a réussi à mettre en place un système pour le moment assez unique en France. On n'est pas forcément les seuls. Le Village Français et Krivine avaient déjà fait des choses comme ça. Les telenovelas, c'est-à-dire les Plus belles la vie, sont obligés de travailler comme ça. Et nous, notre exigence était de pouvoir rendre une saison par an, comme les Américains, et donc 10 heures à fabriquer demande un système de cette manière-là. On est toujours à l'affût d'une bonne idée, mais on est toujours engagé dans une idée. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une idée originale est formidable et qu'elle a besoin d'être breaked, comme disent les Américains, c'est à retravailler, défait et reconstruit pour être sûr qu'elle tient. Donc voilà, on est très impliqué dans le développement, l'écriture. Et en fait, le génie d'Éric Rochant a été de dire « je veux démystifier un univers ». Démystifier l'univers James Bondien ou les 63e sous-sols où il faut accéder avec un scan rétinien, un truc. Non, de montrer justement de manière ultra réaliste un monde fait de gens ordinaires qui font un métier extraordinaire était notre approche. Donc c'était pas calculé par rapport au marché, c'était d'abord calculé par rapport à notre primo-diffuseur Canal+. Une légende n'est pas réelle. Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.